Et nous revoilà après la pause. Est-ce que vous avez goûté au super buffet? Vous avez pris une bière? Vous avez pris un petit verre de vin? Bon, on remercie Trois Vies pour vous permettre d'avoir un petit gueuleton ce soir. On va faire un petit aparté. En fait, ça ne serait pas une soirée Final Cut Montréal s'il n'y avait pas des apartés, des petits pépins techniques. Je pense qu'on essaie de naviguer autour de tout ça pour vous permettre de quand même avoir du plaisir. Puis d'ailleurs, on a plein de gens ici qui sont ici ce soir parce que, y en a-t-il qui connaissent le SMPTE? Bien, la réunion du SMPTE était supposée être ce soir et ils ont eu la gracieuseté de ne pas faire la réunion ce soir pour que les gens du SMPTE puissent venir au poste NAB et nous permettre aussi d'aller à la réunion la semaine prochaine. Je vais vous présenter Pierre-Louis Landry, qui est le président du SMPTE chapitre Montréal. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais prendre un gros 2 minutes. C'est juste vous donner un résumé que je vais faire. Il y en a qui ont parti à rire parce que je parle assez vite. Qu'est-ce que je fais lundi prochain? C'est un résumé du NAB, un petit peu différent de ce soir et un petit peu différent que je l'ai fait des années passées. Le NAB, National Association Broadcaster, mais cette année, on a dit Broadcaster ou Broadcasting. Il y a beaucoup de choses qu'on parle qui n'est pas de la TV. Donc, je vais vous donner un résumé. C'est un résumé des conférences. Donc, des résumés des réalisateurs, leurs opinions sur ce qui se passe dans le milieu de production et post-production. Donc, les gens de Lost, CSI, Pushing Daisies. Je vais vous parler de la progression au niveau des sorties pour la mobilité, l'Internet, pour l'IPTV, des essais dans Second Life, l'avenir en 3D, le podcasting, le podcasting. Donc, je parle un petit peu je fais un survol un petit peu de beaucoup de nouveautés et où qu'on est rendu à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment sur la technologie émergente et les tendances. Je ne fais pas cette année, c'est la 5e année que je fais la présentation, je ne fais pas les prix gagnants, les produits qui ont gagné un prix, que ce soit Broadcast Engineering, Television Broadcast, Videography ou DV, je ne le fais pas. Sauf j'ai fait l'effort sur mon site personnel, landrysolutions.com. Il y a la liste complète de tous les produits qui ont gagné un prix cette année. Donc, par catégorie, tu vois, les caméras sont toutes là. Hyperlink direct au produit, pas à sony.com, direct sur le site du produit. Donc, tu n'as pas besoin de chercher longtemps, faire un search web. Je l'ai fait, ça a pris des heures. Mais comme je le faisais avant dans le PowerPoint, c'est rendu. Donc, je vous invite, c'est lundi prochain à Télé-Québec à 7 h. Vous êtes le bienvenu, ça ne coûte absolument rien pour entrer. Et oui, je parle pendant un bon 2 heures, 2 heures et demie, et je parle assez rapidement. Soyez à 7 h, je commence à 7 h pile. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre-Louis, c'est très gentil. Je suis content qu'il y ait des gens ici ce soir qui auraient pu être au meeting du SMPTE. Fait que c'est le fun de ne pas avoir trop de compétition. On vient de voir des problèmes techniques, ça arrive tout le temps. C'est pas parce qu'on travaille sur Mac qu'il n'y a pas de problème. On a juste moins. On a un invité spécial ce soir, un produit qui m'a beaucoup, beaucoup fasciné. J'en avais entendu parler pendant des mois. J'avais très, très hâte de vous montrer ça. Et on a la chance d'avoir le président de Gridiron, Steve Ford, qui est avec nous ici ce soir pour nous montrer un démo de Flow, logiciel de gestion de fichiers, logiciel de data management. On va avoir une présentation en anglais. Steve ne parle pas français, mais je crois que vous allez être indulgent. So, thank you very much for being here tonight. No problem, thank you. Everybody hear me okay? Le micro, ça va? Yeah, okay. All right. Good to go. It's all yours. All right, so just a quick question. Anybody here ever heard of Gridiron software before? Okay, we got a few diehards. Cool. We're basically known for shipping a couple of products for Adobe After Effects. Just out of curiosity, how many folks in here use After Effects? Okay, so lots of folks. We made a plugin for Adobe After Effects starting with about 6.5, and it was called Nucleo. And Nucleo was really just designed to teach After Effects how to use all the CPUs in a workstation. And especially with multi-core computers and all that kind of fun stuff, we made it go faster. Nucleo Pro is probably our flagship product, and it's designed to really help you render and work at the same time. And it does some interesting things in terms of speculatively rendering, background rendering, those types of things. And the support for that product has been absolutely fantastic. We released that product in August of 2006, and we're just about at the point where we can start saying that Nucleo Pro is an industry standard.
So we're obviously really happy about that, and for those of you who have heard of us, thank you. We're obviously really happy with that as well. If you want to check out Nucleo Pro, I'm not going to be talking about that today. Go to our website, gridironsoftware.com, and this just gives you an idea of the types of things that Nucleo Pro does. What I'm here to talk about is a product called Flow. And Flow was really designed out of when we understood what we thought, sorry as I turn up the volume, all the problems that you face when you create a project. And we didn't want to focus just on After Effects. We wanted to focus on every tool that you use. We also wanted to do that and not ask you to change the way you work. And I'm going to show you a little video. Now, just keep in mind this video was done at NAB, not last year, or last NAB, but NAB the year before after a lot of beer. So, but it's really, I want to see if you guys think this is accurate for what you go through when you create your work. One day, there was a designer. That designer had a very helpful client. We all love helpful clients. Clients do nothing to bother us and always completely understand what we do. They always give us exactly what we need and provide it in plenty of time. So, off to work for our designer. A little bit of this, a little bit of that. It's funny how many files this creates. In fact, it's really funny when it's up to our designer to remember where they all fit. Well, with deadline fast approaching, the client thought they could help. This designer's client was very creative. In fact, if they only had time, they would do it on their own. Hell, a good idea is a good idea. It was only a little change, completely in line with what the client originally wanted. So this project wasn't going exactly as planned, but hey, the client is always right. In fact, that recent change means we can clean up all this stuff. Keep it nice and tight. Whoops, that was a mistake. Didn't mean to do that. Funny how silly deadlines make us do silly little things. Unfortunately for our designer here, he didn't make out too well. However, we can all rest easy knowing this won't happen to us, right? So that was done after a bit of beer in Vegas. So, show of hands, does that kind of accurately represent a little bit of what you go through? Yeah, okay. So the key thing is that when we looked at what are the problems here, what are the things that get in your way, trying to find something, trying to understand what are all the things I used in this Final Cut session or this After Effects project, or where did that thing exist? And I knew it was in that project some time ago, but I can't remember where it is. And the client on a crazy deadline coming in and doing, well, some crazy things. And when we looked at asset management, we looked at content management, we looked at product management or project management and all these different things, we found that, and there's some really good solutions, right? But we found that the thing we had to solve was this. The thing we had to come out and say that we can make a difference in is that we have to make that, files and folders, irrelevant. We have to come back and say, those files, well, they only have a name inside of a folder. That's only the only context your computer has, unless you add all sorts of extra metadata, which is more work to do, to understand where everything was used. And that's really what Flow comes in and tries to solve. Flow is something that will track the relationships of everything you use in a project while you create the project, and at the same time not ask you to do anything differently than the way you already do it today. So that's what Flow is designed to do. And I think the key thing is I should just show you. So I'm going to get my mic holder here. Thank you. So the big thing is that at the end of the day, I've got some files here, and
what I'm going to do, just let me open it up a bit, and I'm going to change the view option just to make it a little bit bigger so you can see what's going on. What I'm going to do is I'm going to go in to a directory here, and all I can see is that I've got some Illustrator files. And I can tell from the Illustrator file's name, or it's in a folder called Gridiron Logos, and I can see that there's this Nucleo Good AI file. But at the end of the day, I have no clue anywhere that this is used. So everything about Flow is designed to be done on a drag and drop. What you can do is you can say, show me everywhere that this Illustrator file has ever been used. And all you do is drag and drop it onto the Flow logo. And the Flow interface comes up, and it says, oh, it was actually used in this Photoshop document. I can also go into other things. I could say, all right, let me go into this video folder, and I'll look at something in here. This is the Stickman video I did. And you can see there's a lot of stuff. But again, I could select any one of these guys. I'll select this one. And show me every project that ever used that file, and I can see where all the After Effects projects, any After Effects projects, or anything for that matter, that this file was ever used in. I can understand things like what are the compositions of this project, and what assets are actually used in this composition, and so forth. And this is just a really easy way to see what are the contents. Now, one of the things I did before my demonstration here is I just installed Flow, and these projects were actually done, well, this project was done 1.5 years ago, right? So the key thing is it rips apart every project it understands and tries to understand the relationships of everything inside of them. So you could take a piece of media that was done on a server somewhere and attach it, and as soon as you do, Flow is going to archaeologically rip that apart and try to understand everything that was used to make it. Now this is where Flow comes from the the past, everything that you've done in the past. But what about stuff that you do now? And this is where it gets interesting. In this case, obviously, I don't have to go through files and folders. I can just double-click things here, and it can open up. And I can do things, and what I'll do is I'll just take this, and I'll do things that people do almost every day without even thinking about it. I'm going to hit copy. And then I'm going to take it, and I'm going to go into Photoshop, and I'm going to create a new document. And the key thing to understand is that Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro, After Effects, it doesn't matter which application, Word for that matter, has no clue that Flow is even on the system. You don't change the way you work at all. So what happens is I'll just hit Command-V, and it's going to go in as a smart object because it's from Illustrator. But I'll hit place, and then all I do is hit save. And by doing so, let me just stick this here, and I'll call it Nucleo Old. This is the old Nucleo logo. Now when I go back to the Flow map, I won't even save the Illustrator file. I can see that it's created a reference to the Photoshop file. And this will just go on and on and on. In fact, from this perspective, what I'll do is I'll open up this After Effects project, and let me bring in AE. And what I'll do is I'm going to close Flow for a second. And I'm going to go back, and I'm going to throw that Nucleo Old PSD into the After Effects project. And then I'll just hit save. Now when I open Flow, it's going to go back to the last map I opened. And what it'll do is it'll show me, basically now, in fact I'll go here because it's easier to see, that there is in fact the chain. And the chain is that I took this Illustrator file and I copied and pasted it into this Photoshop document, which now sits inside this After Effects project. And this is how Flow tracks everything, and it means you don't have to change the way you work at all. And we added some interesting things. Now that we can understand all this stuff, you get to do a thing called versioning without versioning, and this is a feature we're calling visual versioning. And what I'm going to do is I'm going to open up this Photoshop file again, and I'm going to make a silly change. Now I'm just going to absolutely destroy it, so don't quote me on my artistic capability. But the key thing is that I'm going to just make a change to the color here, and I'm going to hit save. And obviously, it overwrote the old one as it naturally would. In fact, I'm going to do this several times. Every time I change the color, I'm just hitting Command-S, and it's overwriting the old one. And one of the things that we noticed with the way you folks work is that you'll have a folder with 700 files, of which only one is good. And it's because you always want to be able to go back in case your client makes that change. Or in the case of, say, After Effects projects or something like that, you're worried about the file getting corrupted as you hit save, or you don't want to lose the work that you've spent a long time working on.
Again, Flow kind of allows you to have your cake and eat it too. Well, we know, as an example, that this file is the good one because it's the only one there. But if I go back, and what I'll do is you can see here it's changed obviously in the Flow interface. But now I have this little versions tab. And I can see all of the previous versions that were kept every time I hit save. So now all I have to do when I want to go back, say I want to go back to the blue one, I just say revert and click yes. And what will happen is it just changes in the Finder for you. So this is a way of versioning without having to ever version. Ça, c'est cool. Actually, that's a very good question. One of the things about versioning is that it does eat up disk space, but you can set preferences. So say only use 10 gigabytes of your hard drive for versions, or only go back a certain number of versions, or only version this type of media. In terms of the database that organizes all of this, this is built into your operating system. So we don't take care of your media. Your media stays where it is. Your operating system is very good at keeping track of that. All we care about is relationships, which means our database is kilobytes. It's not going to eat disk space. The amount of CPU I'm using on this workstation as well is about 0.4 CPU to track all this stuff. So you won't notice any difference on your workstation whether Flow is on it or not. And this gets into interesting things as well. One of the things that, and I'm going to reference, if you use After Effects, you may have heard of an author named Chris Meyer. Chris Meyer has written some wonderful books about After Effects and how to use it. But I was showing him Flow, and he said, you know, can you tell me when to not delete something? It was just a simple thing because essentially he had just, the story is that he had a client come back to him after 6 months and said, hey, you know that project you did for me? Can you just make a minor tweak and then give me another version of it? 2 weeks previous, he just cleaned out his drive and he wiped out all the work. So he spent the whole weekend redoing work that he'd already done because he didn't have a system that tells him when to not delete something. And that's what Flow does. So as an example, I don't know what this Nucleo old PSD is used in, and I'm going to take it and drag it in the trash. Now what happens is that Flow comes up and says, are you sure you want to do that? In fact, it will show you all of the things that you can't do as a result of throwing something away. And this gets down to something as well, so that client comes back and says, you know, can you make a little different shade of blue? What are all the things that I'm going to have to do as a result of making a change to that one file? And Flow can tell me by simply clicking on it all the things that are related to it from that perspective. So just to kind of make it a little bit more interesting, what I'm also going to do is I'm going to take that into the After Effects project, and I can recover that and put it back. And what I'll do is I'm going to shorten this up really quickly and just make a movie. And obviously, since we're in the Final Cut Pro user group of Montreal, I should show that it actually works on things other than just Adobe tools. The key thing is that it is agnostic to the application. It doesn't matter which apps you're using. You could be using Word, you could be using Maya 3D Max, you could be using C4D, you could be using Avid, you could be using anything, and it does not matter. We are going to understand the relationships of all the types of things that you may use in a given project, irrespective of where it is. So I'm just going to render this really quick. I thought quick, maybe not. There we go. That's where we need Nucleo Pro. And then now I have a movie. The key thing is that I can go back. I could say, show me everything that was made to use to make this movie. It doesn't matter. I can drag and drop this onto the Flow icon. And what will happen is it will basically bring up the map associated with that movie and show me everything that was used to create it. So what I'll do one more time is I'll bring this now into Final Cut. And I'll just do this really quick. And I'll throw it into a sequence. Whoop. Save it, sure. Test. And I'll throw that onto the timeline. Yes, and then hit save. The key thing is now, again, it doesn't matter from where I grab it. I can look at it, drag and drop the Final Cut project in, and Flow will tell me what it's used in. Unless I did something stupid and said, oops, I crashed it. We are in beta. We are not shipping this product as of yet. So again, drag and drop anything. It could be from the middle of the workflow. It could be from the beginning of the workflow. It doesn't matter. And there you can see the QuickTime movie is now a part of the Final Cut project.
and go from there. We do a lot of other interesting things associated with this. This is also anybody here use collect files in After Effects and things like that to put things together and put it on an archive? The one thing that's interesting is that we created a packaging mechanism. So this is, say, the final result. This is the thing you were hired to do. What Flow will do is it will package up everything. Irrespective of the tools, it will gather everything that was ever used to create this project and put it wherever you want it to put it. If you want to split it up amongst DVDs or put it onto a FireWire drive, and Flow will track that as well. And it also tracks time. It will tell you how long you've spent on working on things. And just so it's actually a funny feature because we wanted to give you a better indication so when that client comes back and says, hey, can you make that minor change, you now have a better understanding of how long it may take to actually make that change and give them better information, which at the end of the day makes your life easier. But we don't charge by the hour anymore. Oh, that's right. Therefore, you really want to know how long you've spent on something. The other side, too, is that we've noticed that you work on multiple projects. So as an example, what I'll do is I'll just for grins, I'll open up a completely unrelated project in case any of you do multiple types of things, and I'll throw an InDesign document on here. And the interesting thing is that we noticed a lot of people run around on different projects in any given day. And what we wanted to do was be able to give you the opportunity to work on these projects concurrently, irrespective of where anything is. And that's it. You don't care where any of the data is. If you want to launch this file, you just double-click on it within Flow, and it opens it up in the native application that created it. So these are some of the types of things that Flow works on. And the last thing I'll show you, and especially for those of you who use After Effects or have ever dealt with the Media Manager in Final Cut Pro, you're going to notice that when I do something like this, and I drag it to my desktop, what happens? Color bars, or a Media Manager, can't find connected media. We watch everything you do in the system, so if you move that Photoshop file or you move that asset of that project, what we can do if you set the preference is rewrite the project file so that it points to the place that the asset has moved to. This means This means if you're an After Effects user or a Final Cut Pro user, as an example, you will never see color bars ever again. Ça, c'est cool. So that's Flow. I'll be sticking around, so if anybody has any questions, I know we're kind of wrapped for time, come and source me out, and I definitely can talk more about what Flow does. Key thing is that it is coming out in summer. So we're heading into summer, so we're not far off. We're actually in beta right now. If you are interested in getting involved in the beta, go to our website at gridironsoftware.com, and we are taking registrants for Flow. Oh, and tell them what happens if they stick to the end. What's that? Oh, yes. Yes, that's right. We are giving away one free copy of Flow, as well as a free copy of Nucleo Pro for all you After Effects users. So thank you very much. Thank you, Steve. Thank you for coming up to Montreal for us, showing us Flow. Alors, Flow va être disponible cet été et ils ont eu la brillante idée de nous en offrir une copie pour le tirage. Il faut donc rester jusqu'à... Et voilà. Thank you so much. Hein? Le quoi? L'OS, what's the system requirements for Flow? Yeah, actually, it'll work on 10.4 and on 10.5 in terms of Mac, PowerPC, and Intel, as well as for Windows users, it's XP 32-bit, 64-bit, as well as Vista 32-bit, 64-bit. Thank you very much. On va maintenant passer à une autre étape importante dans notre workflow. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? Là, on fait ça un petit peu à l'envers, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? On est en train de travailler, on a besoin d'envoyer une approbation à un client, puis là, on se retrouve avec des clients qui n'ont pas encore embrassé la lumière, ils n'ont pas QuickTime. Il faut leur envoyer un flash. Des courriers, ça coûte cher, hein? Par Internet, un flash, un Windows Media, ça prend
une utilitaire tierce partie qui va nous permettre d'encoder nos médias dans un autre format que QuickTime, chose que Compressor, qui vient avec toutes vos licences de Final Cut Pro, fait très bien. Et ce que vous allez voir plus tard aussi, c'est que ça vient avec Final Cut Server. Donc, ça nous prend des amis de d'autres compagnies. Bien, au NAB cette année, Sorensen a lancé la 5e version de Squeeze. Squeeze qui est là depuis un bon bout de temps. Et Mathieu va nous en montrer une petite démo. Tu tiennes ton micro, Mathieu. Bonjour, bonjour. Donc, laissez-moi ouvrir Squeeze. Squeeze, ça, c'est un des logiciels de compression dans la même ligne que Compressor, que Cleaner, que Episode. Alors, ici, on a l'interface de Sorensen. Je vais cacher le reste, ça va nous aider un peu. Voilà, on a Sorensen qui est ici. L'interface par rapport à la version 4, 4.5 n'a pas changé beaucoup. On a le viewer qui est ici. Ici, on a la bin avec où on drague les clips. Ici, on a les presets de compression. On a les filtres. Et on a les Publish Presets, qui est une espèce d'amalgame des deux qui est en haut. Pour les nouveautés qu'il y a dans Squeeze, dans le 5, on va ouvrir la petite présentation. Voilà. J'ai vendu mon punch avant. Donc, ce qu'on a, on a les nouveaux codecs. On a VC1, qui est le codec qui est un dérivé de Windows Media, pour faire des Blu-ray, pour faire les feux HD DVD. Et on peut aussi faire du AC3 pour les DVD. Ce qu'on a aussi, c'est on a une nouvelle classification de presets. Je vais vous le montrer tantôt. On peut classer les presets par codec d'export, par device, c'est-à-dire on peut classer, mettons, tous les presets qui sont pour le Apple TV, tous les presets pour le iPod, tous les presets pour le web. Aussi, l'intégration des filtres et des presets. Ce que je disais tantôt, c'est que maintenant, ce que ne faisait pas Sorensen avant, c'est qu'on peut faire un preset qui incorpore les presets de codec et les films si on veut désaturer, faire un noir et blanc avec un export. Maintenant, on peut le faire juste avec un preset. On n'a pas besoin de draguer un preset de compression et un preset de filtre. Aussi, il y a des presets pour des experts particuliers comme Bright Cove, qui est un site à la YouTube. On fait des presets qui s'intègrent à Sorensen. Donc, quand on prend ces presets-là, on est sûr que nos vidéos sortent très beaux sur Bright Cove. Aussi, ce qui est le fun avec Sorensen Pro, Squeeze Pro 5, c'est l'optimisation du multi-encodage. Il y a des codecs qui utilisent par défaut tous les processeurs de notre Mac. C'est-à-dire qu'il prend comme moi, j'ai un dual core, il va prendre les deux cores, il va compresser avec les deux. Il y a des codecs qui ne le font pas. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est, si on a deux clips à compresser, on peut dire à Squeeze d'utiliser l'autre processeur pour compresser le deuxième. Et si on a des codecs qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'avec un quad-core, on peut compresser jusqu'à 6 clips sans avoir de baisse de performance notable, juste comme on aurait un à compresser. Donc, je vais... C'est ça. Donc, ici, on a les presets de compression et je peux aussi les mettre classés par device, par workflow. Si je veux faire des trucs pour l'iPod, pour un PlayStation portable, pour les disques, DVD, Blu-ray. Aussi, je peux les classer par les favoris. Donc, vite, un overview de Sorensen, ça ressemble à ça. On a Marc-André aussi, qui voudrait nous présenter épisode. Ça va me prendre le fil, par exemple. Alors, c'était Squeeze 5. En gros, ça vous prend ça pour être capable de faire de la compression dans d'autres formats. Par quoi? Combien ça coûte? On a pris la peine, en plus, de se louer un petit switcher DVI qui ne marche pas avec notre projecteur. Le projecteur est trop hot pour le switcher. On va dire ça de même. Je vais me mettre en miroir ici, si je peux.
Alors, Épisode aussi a une nouvelle version. Vous avez vu dans la petite démonstration tantôt, ce qu'on a vu au NAB, c'est une version qui était à bêta à l'époque, qui est maintenant disponible. Épisode Pro 5, il y en a qui se souviendront peut-être du fait qu'une des nouveautés l'an dernier, c'était le fait qu'on pouvait maintenant faire de l'encodage en tierce partie. Donc, si on travaille avec Compressor, Épisode peut devenir un plugin dans Compressor qui vous permet de ne pas avoir à apprendre Épisode. Si ça ne vous tente pas, vous êtes habitué de travailler avec Compressor et vous pouvez rentrer directement dans Compressor et prendre les formats de sortie d'épisodes. Ce qui se passe avec Épisode Pro 5 maintenant, en gros, c'est des nouveaux formats de compatibilité, que ce soit à l'entrée et à la sortie. Donc, notamment, on peut maintenant faire du Flash 7, 8, 9. On peut encoder aussi dans les formats GXF. Donc, Flip4Mac, la compagnie qui fait la division de Telestream qui fait Épisode Pro, font aussi des plugins pour faire l'ingest de fichiers MXF tournés avec, par exemple, la caméra Ikegami ou avec la Grass Valley Infinity, toutes sortes de formats en MXF qui sont compatibles avec les produits de Thomson Grass Valley. Maintenant, vous pouvez vous servir d'Épisode Pro maintenant pour exporter dans ces formats-là. Vous remarquerez aussi la compatibilité avec les formats XDCAM EX, les formats XDCAM HD. Donc, si vous tournez avec, par exemple, une XDCAM EX1, et vous transformez tout ça en ProRes, puis à un moment donné, il y a un réalisateur qui vous dit « Ah, mais j'aimerais ça les remettre sur ma carte, puis les amener chez nous parce que moi, je plug ma caméra sur ma télé HD, puis je les regarde à partir de ma caméra. » Whatever. Vous pouvez recompresser vos clips dans le format de la caméra. D'autres nouveautés sont surtout au niveau des formats très haut de gamme. On peut maintenant importer des séquences Cineon dans Épisode Pro pour pouvoir exporter ça dans d'autres formats. On pouvait déjà faire du DPX. Maintenant, on peut faire du ProRes HQ. On peut aussi importer les QuickTime Proxy générés par la RED. OK, donc là, si vous avez vos proxys QuickTime et vous voulez les exporter en Flash, en Windows Media, vous avez tourné un truc avec la RED, vous pouvez prendre les proxys QuickTime, les amener directement dans Épisode Pro et les exporter. Pourquoi je voudrais faire ça? Ce qu'on vous a montré dans la démo tantôt, c'est le Episode Engine. Episode Engine, dans le fond, ce que c'est que ça vous permet de faire du clustering avec plusieurs machines, comme on peut faire avec Compressor. Mais dans ce cas-ci, on peut utiliser plusieurs ordinateurs pour pouvoir faire le output. Donc, si vous avez plusieurs Mac avec Episode Engine, vous prenez une des machines qui est Épisode Pro, vous rentrez des clips en RED, vous êtes capable de les exporter, ou vous pouvez exporter dans plusieurs formats. Donc, des formats haut de gamme, que ce soit en import, que ce soit en export. Vous pouvez même exporter maintenant en DNX HD si vous en retournez sur Avid. Vous pouvez faire du non compressé 10 bits 422, vous en allez vers du Blackmagic. Du moment que vous avez le codec, il y a toutes sortes de façons de compresser avec Épisode Pro. Et évidemment, tout ça est disponible. Il y a deux saveurs d'épisodes. Il y a épisode tout court, puis épisode pro. La version pro a Windows Media Pro dedans, puis il y a aussi Flash Pro. Il y a toutes sortes de trucs qui sont disponibles seulement dans la version professionnelle. Donc, à deux prix différents. Je pense qu'il y a une version qui est de 4,95 et l'autre qui est rendue 8,95. C'est un petit peu moins cher. Mais c'est ce qu'on a. Bien, en épisode puis épisode pro, ça tourne autour de 800 $. Pas épisode, mais Sorensen Pro. Pourquoi c'est si cher? Parce qu'il y a aussi les Flash Components et les Windows Media Components qui viennent de tiers parties. En fait, le Windows Component vient de Flip4Mac qui est fait par Telestream qui fait épisode. Mais je voulais juste vous montrer le Flash aussi Component, les options qu'on a dans le Flash. Regardez, ça, c'est tous les paramètres qu'on peut changer pour optimiser notre Flash. C'est vraiment une bonne solution pour ça. On a parlé d'ingest tantôt. En fait, on a eu une grande première à Final Cut Montréal. On est en avance. Quoi, il n'y a pas d'applaudissements? C'est jamais arrivé. Bon, merci. Fait que, en fait, on a eu la surprise de pouvoir avoir notre ami Steve qui est venu nous montrer Flow. Et on a eu une demande spéciale, en fait, d'un usager à un moment donné à propos d'un logiciel pour un workflow avec la nouvelle caméra XDCAM EX. Ceux qui étaient au dernier meeting, vous savez que j'aime beaucoup cette caméra-là. J'ai très, très hâte de voir la EX3. J'aime beaucoup le workflow avec les petites cartes S/S parce qu'on peut les mettre dans un MacBook Pro. Maintenant,
On a les mêmes problèmes que quand on tournait en P2. On a une carte qui s'appelle plus souvent qu'autrement... Surprise, oh surprise, Untitled. OK? Plus souvent qu'autrement, vous n'avez pas le temps de tourner, vous avez 2-3 cartes, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que j'ai bien copié mes fichiers? Quand vous travaillez avec des formats numériques, ça vous prend 2 ou 3 copies de tous vos fichiers sur des disques durs différents, comme ça, un petit G-Drive, comme mon vénérable Pocket Drive qui n'a pas encore rendu l'âme, et des solutions comme Julian nous a montré plus tôt, comme le Profile ici, une fois qu'on est rendu en montage, toujours avoir plusieurs copies de vos médias. Bien, Shotput Express a été développé par la compagnie qui fait l'excellent logiciel P2Log. Sauf que... Merci beaucoup. Alors, Shotput Express, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est, contrairement à P2Log, qui est un logiciel de logging, Sony fait aussi des logiciels de logging pour la XDCAM EX. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que moi, pour faire cette petite démo-là, j'ai demandé à mes amis chez Production Captiva de me sortir des images de leur émission. Puis ils ont dit « Ah, tu vas voir Marc-André, tu vas être bien content. » Fait que j'ai pu, grâce à eux, revivre un fantasme de jeunesse. Pour ceux qui pensent que vous allez voir des images de filles, là, eux, ils tournent une émission qui s'appelle « Équipé pour rouler ». Ouh. Non, celle-là ne roule pas, en fait. Ils ont dit, on a juste pris 2 minutes pour vous montrer des belles images. Ça, c'est du XDCAM EX à 35 mégabits tourné avec un adaptateur Letus 35 mm. Donc, en fait, ils étaient à notre meeting, ils ont tellement trippé sur la EX, ils en ont acheté 2, un adaptateur Letus, puis maintenant, ils font des shows de char. Ce qui est très cool. Mais là, j'ai mes belles images, tout ça. J'ai 4 séquences sur une carte XDCAM EX. J'ai juste 2-3 cartes, comme d'habitude. On n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Entre en ligne de compte Shotput Express. Ça s'appelle Shotput Express parce que ça met vos images vite sur un disque dur pour que tu puisses continuer à travailler. En gros, ça te permet de choisir 3 destinations de copie, très, très, très important. Fait qu'ici, je vais me mettre une copie sur le desktop. Je vais me mettre une copie aussi sur mon Pocket Drive pour le fun. Puis, je pourrais me mettre une copie aussi sur le GTEC. C'est parce qu'il faut que je le copie après, c'est ça. Soit dit en passant, ceux qui ne savaient pas, quand vous avez un MacBook Pro, ceux qui sont chanceux d'avoir un MacBook Pro, les transferts de fichiers du XDCAM EX se font 10 fois à la vitesse du temps réel. C'est vite, vite, vite. Donc, vous voulez un MacBook Pro quand vous travaillez avec la nouvelle caméra de Sony. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que vous ne pouvez pas faire de gaffe. Je l'ai essayé, là. Vous êtes absolument obligé de donner un nom de dossier à chacune des cartes. En haut ici, c'est soit tu donnes, si tu travailles juste avec une carte, tu donnes un nom de dossier, comme Ferrari, mettons. Puis là, je dis, OK, crée-moi un dossier Ferrari, mets tout ça dedans. Ou bedon, vous pouvez choisir une des 4 options ici, qui vont soit vous créer un dossier avec la date du dernier clip, de création du dernier clip, ou la date de création du volume, donc la date à laquelle la carte a été formatée. Mais c'est pas super, c'est pas très, très précis. Donc, moi, j'aime bien la fonction consecutive numbering. Puis là, je vais dire, bon, mais ça, c'est production Captiva, par exemple. Puis ça, c'est les cartouches de Ferrari. Fait que tu as un préfixe et un suffixe. Puis regardez en bas ici, c'est écrit Captiva 0 Ferrari. Automatiquement, quand je vais mettre une deuxième carte, ça va monter à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4. Donc, vous allez toujours avoir un dossier avec un nom séparé avec tous vos médias. Vous ne pourrez pas, sans faire exprès, copier les fichiers par-dessus d'autres choses. Ensuite, on peut lui dire de faire des choses automatiquement comme éjecter la carte quand on a fini, faire un petit son, reformater la carte et même y redonner un autre nom automatiquement. La raison pour laquelle c'est vraiment cool, puis là je vais lui dire Begin Offload. Oui, il y en a une en bas, attends. Ah, OK, oui.
Etsy, parce qu'on peut mettre plus qu'une carte à la fois. Ma carte Untitled, là, je dis c'est beau, begin offload. Puis là, il dit oui, j'ai déjà uploadé ça parce que j'ai refait ma démo un matin, c'est pas grave. Vas-y, mon petit loup. Alors, ce qu'il fait en bas, il y a un petit log. Vous pouvez sauver ce log-là. Si jamais vous faites des copies de 4-5 cartes à la fois, vous voulez être sûr que tout a été bien copié, vous allez vérifier dans le log en bas. Vous pouvez modifier les paramètres pour avoir plus ou moins d'informations. Mais ce qui est vraiment trippant, c'est qu'il y a une séquence de checksum qui est faite automatiquement dans Shotput Express. Ça vérifie chaque octet de votre carte pour être sûr que c'est une copie conforme. Il y a une vérification de chacun des fichiers à chaque fois. Là, Shotput est en train de... Il y a juste 4 images, c'est pas super long, mais Shotput est en train de faire mes 3 copies à 3 endroits différents. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que maintenant qu'il m'a fait un dossier comme ça, si j'essaie de le recopier, il va m'afficher des messages d'erreur en me disant « tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas ». Si tu as oublié de changer le nom en haut ici, si tu as décidé que ça ne te dérangeait pas que ta carte s'appelle Untitled, il ne va jamais effacer tes images dans le dossier Untitled. Il y a des messages d'erreur qui apparaissent à chaque plan. Fait que si vous avez 35 plans et ça ne vous dérange pas, vous allez cliquer 35 fois sur OK. C'est clair? Et ça, c'est le mode manuel. Il y a aussi un mode automatique qui a les mêmes fonctions. Attends qu'il ait fini de copier. C'est qui voulait que je copie 3 fois, là? Bon, c'est de sa faute. Mais ça prend un peu plus de temps au niveau de la copie parce qu'il fait la vérification. Tant qu'à moi, avec la vitesse de copie, c'est quand même important de laisser faire sa vérification. Et il y a 2 niveaux de vérification. Vous pouvez faire une vérification rapide. Il fait juste compter le nombre de chiffres de la carte à ta copie. Sinon, vous pouvez faire une vérification complète. Et là, maintenant, si je regarde dans Captiva Ferrari, j'ai mon fichier BPAV avec mon dossier ClipR et un dossier par image, comme on devrait avoir. À partir de là, maintenant, je peux prendre les logiciels de Sony pour les importer dans Final Cut ou dans un autre logiciel. Mais j'ai une copie conforme de ma carte. Et ça, en plus, vous pouvez le recopier sur une autre carte si vous voulez, parce que vous pouvez choisir une carte S/S comme destination pour remettre des images dans la caméra si vous voulez, ou vous servir de votre carte S/S comme gros disque dur, bien, petit disque dur, finalement, et ensuite, et ainsi de suite. Le mode automatique est vraiment trippant. Il y a à peu près les mêmes fonctions. Oui, je n'ai pas choisi de destination. Oui, je le sais. Tu vois, j'ai mis le mode automatique. Non, OK, c'est correct. Bon, OK, regarde, m'a laissé faire. Ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'une fois que tu as... Là, c'est parce qu'il y a une carte dedans. Fait que le mode automatique s'enclenche dès qu'il voit une carte. Il dit « OK, je suis prêt! » Alors, vous choisissez vos options avant. Vous mettez une carte. Il exécute ce que vous lui avez demandé. Donc, si vous avez bien fait vos affaires, vous avez fait vos tests, vous avez vérifié des copies en manuel, et là, vous avez 5 cartes à copier, vous rentrez la première carte, il y a copie, il y a format, il l'efface, il te l'eject. Deuxième carte, il y a copie, il y a format, il te l'efface, il te l'eject. Troisième carte, et ainsi de suite. Vous n'êtes même pas obligé de cliquer sur OK. Fait que les assistants CAM là, qui ne veulent pas apprendre comment ça marche, les affaires à Python, là, vous pouvez juste rentrer à la carte, puis ça copie ses fichiers tout seul. Excusez aux assistants CAM. Donc, Shotput Express, pour la modique somme de 49,95, vous êtes capable de faire des copies sans problème de vos cartes S/S, sans vous soucier de faire des copies à la mitaine, ça fait tout seul. Et Imagine Products nous en offre une copie ce soir pour le tirage.